Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'info, un numéro spécial. Depuis quelques semaines, nous vous le disons, nous sommes avec des invités pour parler de thématiques particulières. Ce soir, nous allons parler de santé et de handicap. Pour cela, nous sommes venus jusqu'à Chirongui rencontrer notre invitée. Je vous propose de la retrouver. Je viens de retrouver mon invité. Il s'agit de Mariam Kalam, qui est directrice de la maison des personnes handicapées, la MPH. Mariam, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous accueillir ici. Nous sommes carrément venus chez vous. Vous nous avez accueillis dans votre intimité, qu'on partage le temps de cette émission. Alors, avec vous, nous allons aborder la thématique de la santé et du handicap à Mayotte. La situation, où en est-elle aujourd'hui? Quel état des lieux faire dans notre île? On va commencer avec ce reportage montrant un petit peu comment ça se passe au quotidien, comment ça peut se passer pour des personnes handicapées. On regarde ce reportage. Aujourd'hui, comment tu crois que tu pourras y arriver? Oui. Pourquoi? Parce qu'il va flécher la tête d'abord. Les mentalités sont loin d'évoluer sur le 101e département en ce qui concerne les personnes handicapées. Indifférence, voilà ce à quoi elles sont confrontées, expliquent les familles. Pour percevoir une allocation et bénéficier des droits des personnes handicapées, les familles doivent entreprendre un certain nombre de démarches administratives. Cela finit vite par devenir un parcours de combattants avec des routes qui ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants et autres moyens de déplacement des personnes handicapées. Ambavoya timbitimbiwo wanindi wamita mlimani bulisheni mzue nishikene pareni ibu arengwa mwenda alikoli ni mzue ndeki likoli kasparabizi alikoli. Zaria, 17 ans, est complètement dépendante de ses frères, une situation très difficile pour elle, d'autant plus que l'un de ses frères s'est fait opérer de la hanche à force de la porter. Depuis 2 ans, la maison des personnes handicapées semble être la seule évolution notable. Aujourd'hui, le manque de prise en charge et d'intégration des personnes handicapées suscite bon nombre d'interrogations. Comment réussir la départementalisation en ignorant les droits des personnes handicapées? Mariam, dans le reportage, on le voit, on dit qu'à Mayotte, les mentalités n'ont pas vraiment évolué et sont loin d'évoluer concernant le regard que l'on porte sur les personnes handicapées. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a une énorme évolution. J'ai pas très bien compris la situation de la jeune fille, mais la scolarisation des enfants en situation de handicap s'est énormément développée à Mayotte. C'est pas suffisant, mais ça s'est développé. Par rapport à l'école, ils ont évoqué l'impossibilité de prendre le bus. Ce n'est pas le cas. Par contre, parce qu'il y a des bus qui sont mis en place par le département de Mayotte qui peuvent accompagner des élèves en situation de handicap et selon leur situation. S'il y a un besoin d'un bus collectif, si la personne a la possibilité de le prendre, s'il faut un bus individuel, si tout ça, ça se fait. Mais ça, c'est à l'issue de la notification prise en commission CDPH, commission des personnes handicapées. Les familles doivent se manifester, se présenter à qui pour pouvoir... Les familles doivent se manifester auprès de la maison des personnes handicapées ou dans les différentes permanences que nous tenons, parce que nous, on ne reste pas seulement au siège à Mamoudzou, au sein de l'ARS, notre local se trouve dans l'enceinte de l'ARS, mais visiblement, ce que je constate là, il y a 2 problèmes qui ont été évoqués. On a aussi le problème de l'accès
J'ai vu, on a porté la jeune fille parce qu'elle devrait être portée pour monter chez elle. Il n'y a pas d'accès par rapport à son fauteuil. Ça, par contre, c'est institutionnel. La loi sur l'accessibilité n'est pas étendue à Mayotte. Ceci dit, ça n'empêche pas les autorités locales de faire des efforts là-dessus parce que la population handicapée existe bel et bien à Mayotte. Mais étant donné que la loi n'est pas étendue, je pense que les moyens ne sont pas non plus étendus. Du coup, c'est un problème qui reste... Vous parlez, Mariam, de l'accessibilité et justement, l'accès à certains bâtiments, à certaines institutions en général, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ici, à Mayotte, on est encore loin, comme le montre ce reportage. Je vous propose de le regarder, on en parle juste après. L'Association des paralysés de France a dévoilé son classement il y a un mois sur les villes les plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Un classement où ne figure aucune commune du 101e département, dont la palme revient à la ville de Grenoble, devant Nantes et Caen. À Mamoudzou, chef-lieu de l'île au Lagon, le constat est sans appel. Des installations non conformes, des marches comme obstacles, de nombreux lieux publics ne sont suffisamment pas assez bien adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le recensement des handicapés sur le territoire n'est pas aisé puisque nous n'avons pas le même dispositif reconnu à Mayotte qu'en métropole. Vous savez, un handicap en métropole est reconnu à partir de 50% d'handicap, alors qu'à Mayotte, l'handicap est reconnu à partir de 80%. Ça, ce sont les textes de loi sur lesquels il va falloir faire une modification. C'est ce que j'avais indiqué et dénoncé à Madame Carlotti lorsqu'elle est venue à Mayotte le 3 décembre dernier. Nous lui avons remis un document pour que cela puisse évoluer dans le bon sens. Depuis 2005, une loi handicap datant du 11 février oblige les communes de plus de 5000 habitants à améliorer leur accessibilité aux personnes handicapées. Cela signifie que tous les citoyens doivent pouvoir accéder aux installations de la ville, aux logements, aux écoles, aux transports, peu importe leur handicap. Nous prévoyons un aménagement, un accès facile prévu pour les handicapés, que ce soit les toilettes, l'accès au bâtiment, l'ascenseur si nécessaire. Donc ça, c'est ce qui se fait par rapport aux constructions nouvelles. Toutes les constructions publiques aujourd'hui qui sont amenées à être rénovées, nous tenons compte bien évidemment de cette accessibilité et de cette facilité, à travers des rampes ou à travers le réaménagement des toilettes, etc. pour mettre aux normes. Maintenant, il reste le cas des problèmes des bâtiments anciens qui ne font pas l'objet de rénovation parce qu'entretenus. Nous avons donc jusqu'en 2018 pour nous conformer et bien évidemment nous sommes dans cette politique-là. Nous sommes en train de nous donner les moyens pour pouvoir le faire et nous avons une planification pour le faire. Alors qu'au 1er janvier 2018, tous les bâtiments publics et les commerces devraient être accessibles à toute personne à mobilité réduite, à l'heure actuelle, seuls 30% des équipements ont été réalisés au niveau national. Mayotte est encore loin du compte. Mayotte, il y a encore des choses à faire de ce côté-là en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Mariam, vous confirmez ? Je confirme, je pense que ça reste un problème parce que ça fait plus de 3 ans que la Maison des personnes handicapées existe, qu'elle joue son rôle de guichet unique, qu'elle remplit ses missions d'accueil, d'écoute, d'accompagnement des personnes en situation de handicap et leurs familles. Maintenant, c'est vrai que ça reste limite d'aller un peu motiver les familles, d'aller les inciter à sortir leurs proches et à les inciter vers l'accès à leurs droits. Le droit de scolarisation, le droit de soins, le droit de circuler comme tout être humain, le droit de travailler, le droit d'aller chercher, les droits des prestations sociales aussi. C'est difficile de leur inciter à sortir et en même temps n'est pas créer les espaces. Parce que, voilà, c'est bien belle d'aller vite dire... un parcours du combattant. De dire à une famille de sortir un enfant de 10 ans, là on le voit, qui est sous fauteuil roulant, mais quand les trottoirs ne sont pas suffisamment larges et ne sont pas adaptés à la circulation par fauteuil roulant, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, mais je ne perds pas espoir parce que je l'ai précisé précédemment que la loi sur l'accessibilité n'est pas étendue à Mayotte.
certains élus, certaines collectivités font des efforts, mais je pense que cette loi apportera un grand souffle. Donc on va continuer, Mariam, on le comprend bien que aujourd'hui, si toutes ces choses ne sont pas faites, la situation va peut-être avancer, mais difficilement, ou alors vraiment tout doucement. Mariam, je vous propose de continuer avec ce sujet. On parle toujours d'handicap avec ce jeune homme qui évolue à La Réunion, un étudiant qui... par exemplarité, est venu nous faire part un peu de son expérience. Et on le voit, le handicap ne condamne pas. On regarde ces images. Son parcours suscite le respect de ses camarades. À tout juste 21 ans, Ahmed illustre parfaitement le dicton « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Non-voyant depuis tout petit, l'une de ses grandes joies, le partage. Ainsi, ce matin, au lycée de Mamoudzou, le contact est facile. Les adolescents sont admiratifs du chemin parcouru. C'est dans quelle classe là? Seconde. Ouais, c'est le début. Le début, c'est un peu chiant, mais après, ça roule. Moi, je trouve ça courageux parce qu'il n'y aurait pas tout le monde qui l'aurait fait. Il y en aurait qui auraient baissé les bras. Et lui, au contraire, il a préféré avancer. Enfin, c'est un modèle en fait, puisque malgré son handicap, il a réussi à avoir son bac et tout. Et ça donne envie de l'avoir, de bien étudier pour. Une société mahoraise qui n'est pas prête à assumer les personnes handicapées et un jeune lucide face à cette triste réalité. Comment bénéficier d'une scolarité comme les autres lorsqu'on est en situation d'handicap? Ahmed compare souvent l'évolution de la situation des personnes handicapées de La Réunion à Mayotte. Il est conscient du travail qui reste à faire sur l'île pour intégrer et socialiser les personnes portant un handicap. Il y a aussi l'allocation adulte handicapé. Je crois qu'ici aussi il y a, mais c'est pas le même, on ne reçoit pas le même revenu. Il y a aussi la PCH qui permet à la personne de payer un aide ménagère. Mais il faut aussi que ces gens-là, les politiciens, parce que là, on ne parle plus en termes de personnes, on parle de politiciens. Parce que c'est eux qui nous représentent à Paris, c'est eux qui nous représentent dans les assemblées nationales, c'est eux qui nous représentent là-bas. C'est à eux de se lever, de dire, on a besoin de ça pour nos jeunes. Ainsi, pour tous les départements français, les personnes handicapées bénéficient d'une réduction d'impôts, de l'accès au logement, la carte de stationnement, d'une allocation aux personnes handicapées, d'une aide ménagère. Chaque année, les projets présentés par les élus n'abordent pas la question du quotidien des personnes handicapées, mais elles continuent à s'accrocher à la vie et se battent pour mener une vie normale. L'exemple de ce jeune Mahorais qui évolue à La Réunion et qui dit que pour lui, malgré son handicap, tout se passe bien, il a réussi à avoir une scolarité sans encombre. C'est une situation que vous aimeriez voir à Mayotte, Mariam ? C'est une situation qu'on va forcément voir parce qu'on a des bacheliers et plus qui sont en situation de handicap, mais en rappel, les écoles adaptées à Mayotte ont vu le jour dans les années 80, je pense que c'était 93. Donc c'est très juste en tout cas et c'est peu à peu que les choses évoluent. À Mayotte aujourd'hui, les élèves scolarisés en milieu ordinaire adapté, ces élèves-là bénéficient de beaucoup d'appui, d'une présence d'une tierce pour les accompagner, de matériel adapté. C'est pas suffisant, mais ça existe. Ils bénéficient d'une possibilité d'aménagement d'horaires ou des examens aussi. Donc ça va venir, ça viendra. Et ici, en fait, pour comprendre un petit peu la situation, parce qu'on est là justement pour en parler, Mariam, un parent qui a un enfant en situation de handicap, comment ça se passe au niveau de sa scolarisation quel organisme, quel est l'interlocuteur privilégié pour ces familles ? Alors, nous rencontrons deux situations à la Maison des personnes handicapées, parce qu'on existe depuis 3 ans, donc vous imaginez qu'il y avait des élèves handicapés qui étaient scolarisés avant qu'on existe. Donc, pour ces élèves-là, il y a 9 enseignants référents qui sont affectés dans les différents secteurs, qui travaillent avec les psychologues scolaires, qui travaillent avec les directeurs des différents établissements, les chefs d'établissement tout court pour le secondaire.
Et quand c'est repéré, ce sont ces enseignants référents qui aident les familles à constituer les dossiers et à saisir l'AMPH. Parce qu'à un moment donné, le directeur d'école ou l'enseignant tout court a repéré quelque chose qui nécessiterait une réunion d'abord d'équipe pédagogique au sein de l'établissement, en présence d'un psychologue, en présence de la maman. Et à partir de là, ils prennent la décision d'orienter la famille vers la MPH pour une saisine. Après, on instruit le dossier, soit on est sur le champ du handicap, soit on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, tant mieux, très bien, on renvoie à la MPA, au vice-rectorat qui va trouver d'autres façons d'aider l'enfant si c'est un problème lié à son apprentissage. Sinon, si c'est dans le champ du handicap, c'est là où l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation composée de psychologues, de médecins, d'infirmiers, des travailleurs sociaux, autant des assistants sociaux comme des éducateurs spécialisés, vont se réunir et évaluer la situation de l'enfant. Quels sont ses besoins réels? Là, on va déterminer si l'enfant relève de milieu ordinaire, donc il va aller à un établissement, mais avec un besoin d'un AVS, ou bien on va décider, on va aller vers une situation d'école adaptée par rapport à l'handicap. Tout dépend du degré de handicap qui a été repéré en fait. Ça dépend du degré du handicap, ça dépend de la typologie du handicap. Est-ce que ça relève d'une déficience intellectuelle, comme ça peut relever d'une déficience motrice? Voilà. Donc, ça dépendra de tout ça. Après, ces propositions-là sont soumises à une commission départementale des personnes handicapées qui s'est réunie à la MPH une fois par mois, présidée par les services de l'État, mais en présence des associations représentant des familles handicapées, comme en présence des élus du Conseil général et des différents services qui œuvrent pour l'insertion des personnes en précarité sociale. Quand on vous écoute, on a l'impression que le circuit peut être assez long. Combien de temps ça prend entre le diagnostic et justement la mise en place du dispositif adapté à l'enfant? Là, ça va très vite. Là, on est en moyenne 4 mois. On est vraiment autour de 4 mois. Là, pour la prochaine commission qui a lieu le 15 janvier, c'est la première commission de 2015, on est en train de présenter des dossiers qui datent de cet été, août-novembre. J'ai participé à une réunion d'équipe pluridisciplinaire de chez nous et j'ai vu qu'il y a des dossiers qui relèvent du mois de novembre et d'août là qui sont présentés. Donc les choses se mettent tout doucement en place ici à Mayotte. Les choses se mettent en place. On a d'autres choses qui nous échappent pas, d'autres contraintes. Le désert médical, ça se ressent chez nous. Le tourne-vers du personnel, ça se ressent chez nous. Mais sinon, ça va. Alors, on va parler santé, Mariam, avec les PMI. Vous connaissez cette institution qui, aujourd'hui, à Mayotte, a quand même sa place, bien évidemment. Le projet de loi de santé, par contre, semble l'avoir un peu écarté, et ce qui suscite un petit peu des interrogations ici à Mayotte. Je vous laisse regarder ce reportage. Dans un avis voté mardi dernier, le Conseil économique et social s'inquiète du devenir des PMI. Il faut savoir que la PMI, qui est l'unique compétence sanitaire décentralisée, ne figure pas dans le volet prévention du projet de loi santé qui a été présenté mercredi en Conseil des ministres. À Mayotte, chaque année, c'est plusieurs milliers de personnes qui vont dans les PMI car les soins y sont pris en charge par le Conseil général à hauteur de 96% et seulement 4% par l'État. Pour Sarah Moussoun, la situation est intenable. C'est une institution qui est très proche de la population et nous connaissons aujourd'hui, avec l'absence de l'AME, l'aide médicale à Mayotte, la PMI rend service énormément à une population étrangère qui a besoin de ces soins-là. La seule question aujourd'hui qui m'embête, les moyens aujourd'hui, est-ce que nous aurons ces moyens-là qui pourront aider ces PMI à survivre? Parce que
Pour le reste, je fais confiance aux propositions du Conseil économique et social, mais il faut aujourd'hui que le débat soit plus approfondi sur les moyens. Le Conseil économique et social devrait également se saisir dans les prochains jours d'un rapport sur la santé en Outre-mer. En 2012, le taux de mortalité infantile était de 3,5 pour 1000 naissances en métropole, 6,8 à La Réunion, 7,1 en Guadeloupe, 7,2 en Martinique, de 11,8 en Guyane et de 13,5 à Mayotte, Mayotte qui détient là encore un record national. Enfin, c'est du bout des lèvres que ce rapport évoque l'immigration qui, selon les chiffres, représente une large partie des personnes qui bénéficient de la PMI. Le devenir des PMI inquiète, Mariam. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes inquiète également? Bien sûr, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui accouchent à la maison. À Mayotte, j'ai eu l'occasion de travailler dans les services de l'état civil à Mayotte en tant que responsable de service. Et les déclarations de naissance survenues à domicile existent encore à Mayotte, comme des femmes qui vont se rendre pour la première fois en visite de grossesse. Ils ont déjà au-delà de 6 mois. Donc, alors que les PMI qui sont quand même des services de proximité existent. Je pense que si on les supprime, là, on sait à quoi s'entendre. On sait à quoi s'attendre. Et les supprimer, moi, j'imagine même pas qu'on va supprimer ça pour que les femmes aillent où? Consulter qui? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de consultation il n'y aura pas de suivi de grossesse. Ça, c'est sûr. Ni de suivi d'enfants de moins de 6 ans non plus. Parce que je vois mal des familles mahoraises à l'état actuel et au vu de la situation économique à Mayotte, sans parler du social, puissent comme ça décider d'aller payer pour ceux qui ne sont pas assurés sociaux, parce que ça existe, décider d'aller payer 10 €, voire plus pour un contrôle de poids pour un enfant, ou pour le vaccin d'un enfant, ou pour suivi de grossesse, si la femme se sente bien. Je ne sais pas. Donc pour vous, il ne faudra absolument pas que cela arrive. Les PMI aujourd'hui jouent un rôle quand même important en matière de santé, ici notamment à Mayotte, on le sait. Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu à travailler dans les PMI? Qu'est-ce qui ressort? Quelle population? Quelle tranche d'âge? Qui vient dans les PMI ici à Mayotte? Moi, je dirais, avant de répondre à votre question, je dirais juste que arrêter le dispositif de PMI aujourd'hui, c'est non-assistance, c'est mise en danger de la vie des femmes mahoraises. Quand je parle de femmes mahoraises, c'est toutes les femmes qui habitent à Mayotte. Moi, je ne fais pas de distinction, je ne connais pas qui est qui. Mais les suivis de grossesse en PMI, ça concerne tout le monde, toutes les classes sociales. On est suivi en PMI. Il y a une relation qui s'installe. C'est une sage-femme qui le fait. C'est plus intimiste que d'aller... Avec la sage-femme, ça se passe mieux. Il a plus de temps, on échange. Il n'y a plus ce stress où on dépasse les honoraires, où c'est un privé. De toute façon, il est dedans. En tout cas... Toutes classes sociales confondues, la majorité des femmes, même celles qui ont les moyens, vont à PMI. On s'oriente vraiment vers un gynécologue privé quand on a des doutes, quand on a des situations inquiétantes, quand on a des grossesses, Mais les suivis, moi je ne vois pas pourquoi je ferais 1 kilomètre pour attendre un rendez-vous de 2 mois alors que là, juste à côté, on me propose quelque chose. On peut avoir une consultation juste à côté, pas loin, et avec des conditions... En tout cas, à Mayotte, ça serait vraiment une catastrophe. On l'a compris, Mariam, c'est ici que s'achève la première partie de l'émission. On revient tout à l'heure, juste après la pub, et on continue à parler de santé et d'handicap, Mariam.
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invitée, Mariam Kalam, directrice de la Maison des personnes handicapées, la MPH. Alors, nous sommes toujours ici chez vous, Mariam, et on va parler encore de santé et de handicap. Quelle situation à Mayotte aujourd'hui? Alors, on va continuer avec ce sujet, le budget santé publique à Mayotte, qui est estimé être trop important, comme nous le montre ce reportage. Le budget de la santé publique explose à Mayotte. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes de Valeurs Actuelles ce lundi. Des propos qui sortent de la bouche de Claude Goasguen, rapporteur spécial du projet de loi de santé. Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, le député UMP a examiné le contenu du texte défendu par la ministre Marisol Touraine. L'occasion pour lui de parler de la situation à Mayotte, qu'il juge alarmante. Il déclare que sur les 250 millions d'euros alloués au budget de la santé publique chaque année, 150 millions seraient consacrés aux soins hospitaliers. Un budget trop conséquent, toujours selon lui, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer parmi les bénéficiaires la population régulière des étrangers en situation irrégulière. Claude Goasguen s'attaque donc de front à la question de l'ouverture des soins pour tous, un sujet très délicat sur lequel les représentants du CHM n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Pour la métropole, le député propose même de supprimer l'aide médicale d'État qui prend en charge les étrangers en situation irrégulière. Pour lui, il faut la cantonner aux mineurs et aux situations d'urgence. Dans son passage sur Mayotte, il conclut en se déclarant très inquiet et met en cause, je cite, « l'État qui ne peut pas continuer à dépenser sans compter dans ce territoire ». Mariam, dans le reportage, on le voit, le système de la santé pour tous remis en cause par cet élu. Moi, le budget m'importe peu. Le constat, c'est que la santé à Mayotte est délaissée. Je ne sais pas par qui est compétent pour nous faire venir des médecins motivés qui acceptent les contraintes, parce que les contraintes, il y en a à Mayotte, ça se comprend. Qu'un professionnel vienne au bout de quelques mois reparte. Mais en même temps, on ne peut pas laisser la situation perdurer. Il faut que des solutions soient trouvées et proposées. Il y a trop de choses. En tant que représentante de la Maison des personnes handicapées, je vois aussi des choses qui sont inquiétantes. C'est-à-dire, par exemple, Mariam, qu'est-ce qui vous inquiète? Il n'y a pas, l'absence des médecins de famille fait que les personnes vont auprès des dispensaires pour des certificats médicaux. Les médecins qui consultent, on voit tous les files d'attente, qui consultent des situations des nécessités pour la prise en charge médicale toute la journée. Je ne vois pas comment ce médecin va consacrer 20 minutes pour réaliser un certificat médical d'une personne qui se présente à lui, il ne sait pas pourquoi la personne est là, il ne connaît pas la personne, il ne l'a jamais vue. Des fois, ils viennent sans même le carnet de santé. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Il faut passer par là. Il faut un certificat médical. Ça fait partie des éléments essentiels pour constituer un dossier auprès de la Maison des personnes handicapées, un dossier qui va ouvrir un certain nombre de droits à l'usager et à sa famille. Et là, quand il est question dans le reportage en fait, de réduire le budget santé, est-ce que cette réduction, justement, déjà, vous parlez de manque de moyens, ça ne va pas encore empirer les choses si ça devait arriver? Je ne sais pas si les médecins ne sont pas là parce qu'il n'y a pas d'argent. Je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Je sais seulement que le problème le plus aigu aujourd'hui, c'est le désert médical.
le plateau technique à Mayotte qui n'est pas, à mon sens, en tant que citoyen tout court, ce plateau technique n'existe pas, n'est pas fiable, en tout cas n'est pas stable aujourd'hui. Et nous, en tant que citoyens, on le voit de loin, où pour un oui, pour un non, il faut des évacuations sanitaires. On s'interroge, est-ce que c'est tout le monde qui est dans le besoin, qui peut bénéficier de cette évacuation sanitaire? Est-ce que le choix se fait par rapport à quoi? Les urgences, quelles sont? On peut faire confiance, on ne peut que faire confiance à cette équipe, mais on s'interroge. Pour vous, il faudra un peu revoir les priorités. La priorité, à mon avis, c'est le plateau technique. Moi, Là, on est en 2015, on s'interroge sur le pourquoi quelqu'un qui a un accident à Mayotte va être évacué à La Réunion on a les accidents cérébraux, c'est la même chose. En tout cas, on a tous des familles qui sont touchées. Quand on sait que ces choses-là, c'est chaque minute compte, chaque seconde compte. Et comment se fait-il qu'on va prendre le temps de programmer une évacuation sanitaire à La Réunion quand on sait que là-bas, il y a aussi les contraintes de lit, il y a les contraintes budgétaires, il y a aussi les problèmes de médecins. Ça veut dire qu'on dépend de tout ça. Chez nous, il n'y a pas. Et là où on va, on n'est pas prioritaire. Et ça se comprend. Ça, c'est inquiétant. Donc le budget, la réduction du budget, on peut réduire le budget et peut-être être mieux soigné, comme ce budget peut être doublé. Et continuer à avoir des difficultés. Je dis ça parce que la maison des personnes handicapées a un poste de médecin. Ça fait des mois où le poste était vacant, alors que le poste était budgétisé par le département. Mais on ne pouvait pas embaucher faute de candidature, faute de médecins. Donc je me dis, est-ce que cet argent dont on parle, ce budget-là, c'est pour que le budget soit inscrit et que ça ne soit pas consommé parce que les spécialistes ne sont pas là, parce que le médecin, on ne peut pas le recruter, parce qu'il manque ça? C'est là où je me dis, le budget m'importe peu. Donc vous, au-delà des moyens, du manque de moyens matériels, c'est surtout le manque de moyens humains en fait. Oui, c'est les professionnels, ce sont les professionnels qui viendront demander, à mon sens, les moyens nécessaires pour qu'ils puissent exercer. Je suis désolée. Quand il n'y a pas un neurologue à Mayotte, je ne vois pas comment on va créer un espace dédié à ce professionnel-là. Non, il faut déjà qu'il y ait des professionnels qui vont s'inscrire dans un projet longue durée à Mayotte, qui vont s'installer pendant un certain nombre de temps, qui vont côtoyer les problématiques à Mayotte, et à partir de là, ils vont petit à petit exiger les moyens qu'il leur faut pour exercer. Ça, c'est normal. Alors, Mariam, on va continuer avec justement un autre sujet axé sur la santé. Vous en avez parlé tout à l'heure, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Une journée de prévention avait été organisée par l'hôpital. On regarde ce reportage et on en parle après. Donc, dès que vous voyez les signes chez une autre personne ou chez vous-même. Agir vite. Voilà la première chose à retenir en cas d'AVC. Plus une victime d'accident vasculaire cérébral est prise en charge rapidement, moins le risque de séquelles sera élevé. Mais quels sont les signes à détecter? Réponse avec Dominique Toul, cadre de santé au centre hospitalier de Mamoudzou. Ce sont tous des signes neurologiques, donc les troubles de la parole, les troubles de l'élocution. Il y a également une lourdeur d'un côté et les troubles de la marche, troubles de la vision également. Ça peut être aussi des vertiges, donc on explique simplement aux personnes ces différents troubles et on leur dit d'avoir recours immédiatement au centre 15, au numéro 15, le numéro du SAMU, ou de se présenter aux urgences. En France, l'AVC touche une personne toutes les 4 minutes. Il est aussi la première cause de handicap et la deuxième cause de démence chez l'adulte. D'où l'importance de cette journée de prévention
Pour informer le maximum de visiteurs, Dominique Toul et une quinzaine d'étudiants issus de l'Institut de formation en soins infirmiers de Mamoudzou ont donc arpenté les allées du CHM aujourd'hui. On leur explique également qu'eux-mêmes peuvent être concernés, mais que ça également pour leur famille, et que ça vaut un peu pour les gens qui sont autour d'eux. Ils ne connaissent pas spécialement les signes, ils n'ont pas conscience que ça peut être une maladie, et l'ensemble de ces signes font que ça peut être un AVC. Mais une fois informés, les gens savent qu'ils doivent avoir recours soit au centre 15, soit à un médecin, aux urgences, et donc a priori la prise en charge peut se faire rapidement. L'accident vasculaire cérébral est souvent appelé la maladie des sujets âgés, et pourtant, tous les ans, près de 15 000 victimes ont moins de 45 ans. Une journée de prévention pour sensibiliser la population aux risques encourus et pour avoir les gestes qu'il faut dès les premières minutes, Mariam. Là aussi, je n'ai pas grand-chose à dire. On subit, on constate, on est frustré, on ne comprend pas. Ces gestes-là qu'on nous apprend à réaliser auprès d'une personne qui est victime d'accident. Mais après, on apprend que les personnes finissent par être évacuées. Et entre le moment où ils arrivent au CHM, et le moment où ils bénéficient d'une évacuation sanitaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc quelqu'un qui est victime d'AVC à Mayotte est forcément évacué Pas forcément, mais souvent, on nous parle d'évacuation sanitaire parce que est-ce que c'est un neurologue qui manque? Est-ce que c'est l'espace pour réaliser les interventions nécessaires, parce que des fois ça peut aller loin. Je ne sais pas. Donc, quand on vous écoute, on a l'impression qu'à Mayotte, au niveau de la santé, c'est quand même problématique au quotidien. Et comment faire pour que ça avance, parce qu'on est là à la recherche justement de solutions pour que les choses se débloquent et évoluent positivement surtout. Écoutez, je vais être positif. Je pense que plus on découvre des choses, plus on est exigeant. Donc, on revient quand même de loin. À Mayotte, la santé, aujourd'hui, tout le monde en parle parce que les gens sont soignés au CHM, parce qu'il y a des médecins, parce que maintenant, on a des chambres individualisées, parce qu'on est pris en charge. Mais, en même temps, on a la possibilité de circuler, on est soigné à l'extérieur, on découvre ce qui se passe à l'extérieur. On a rêvé de cette départementalisation. On est département depuis 2011. 2 ans plus tard, on commence à être exigeant. D'une part. C'est le contexte qui veut ça alors. D'autre part, on en parle. Vous êtes là, les médias, vous en parlez, vous nous faites part de toute situation qui survient dans le milieu médical, et on est plus inquiet encore. On est inquiet, on est exigeant. Une prise de conscience qui est plus importante. C'est une prise de conscience, c'est aussi, disons, un ras-le-bol. Pourquoi payer un billet pour aller à la métropole? Pourquoi déjà la Sécu ne marche même pas là-bas jusqu'à aujourd'hui? On fait des avancées, on avance des sous pour venir. Pourquoi tout ça? Finalement, nos vacances seraient dues à des vacances déplacement sanitaire. On s'arrange quand on a ça, on ne peut pas aller à côté, on va à la Réunion parce qu'on va profiter pour consulter, pour voir si ce qu'on nous avait dit, si ça s'est bien passé. Et des fois, on a raison. Donc, on aimerait bien que ça... Donc, c'est pas rassurant quand on vous entend, Mariam, quelqu'un qui est malade ou qui doit se faire prendre en charge, de se dire que je peux pas me faire soigner à Mayotte. Non, on n'est pas fataliste. C'est pas dans ce sens. Les personnes qui prennent un billet pour se déplacer et qui se déplacent pour consulter à l'extérieur, ces personnes-là ont été forcément soignées. Ils ont été accompagnés à Mayotte pendant longtemps, et soit à un moment donné, ça a montré ses limites, soit eux-mêmes ont pris l'initiative parce qu'ils
ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas guéris, ils sont toujours souffrantes. Mais nous, on n'a pas boudé le centre hospitalier. On se fait soigner, on n'a pas le choix. Au quotidien, on est accompagné. Et on voit qu'il y a des efforts. On voit que de plus en plus, il y a des services qui s'installent, mais on est, on est pressé de voir à Mayotte une prise en charge globale. Ça n'existe pas encore. Alors Mariam, on va nous orienter vers vous, vers la directrice que vous êtes dans vos tâches au quotidien à la MPH. Comment ça se passe? Quelles problématiques vous rencontrez principalement aujourd'hui? C'est à deux niveaux. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. En tant que cadre mahoraise, femme, il y a des difficultés que nous affrontons tous les jours et c'est ça ce qui fait, je pense, notre fierté. Je dis nous parce que je ne suis pas la seule en tant que femme qui avons eu la possibilité d'avancer dans les études et d'occuper ces postes-là. C'est se battre au quotidien, c'est accepter le statut que nous avons, c'est aussi se dire que c'est une chance, mais au-delà de ça, continuer à s'investir parce qu'on s'est surpassé avec nos parents qui nous ont soutenus. On a beaucoup lutté pour arriver là. Je dis avec les parents parce que beaucoup de nos parents, beaucoup de nos mères avaient pris leur revanche sur nous. Ça, les gens n'en parlent pas souvent. Les gens pensent qu'une femme traditionnelle mahoraise a forcément incité ses filles à devenir comme elle, à être sages, à rester à la maison, à devenir une femme au fourneau. Pas du tout. Beaucoup de nos mères, en tout cas la mienne que je salue, que je rends hommage, se réalisent à travers leur enfant. J'ai vraiment senti, j'ai eu cette impression-là que ma mère avait pris sa revanche sur nous, les filles. Elle nous a tout donné pour que nous, on puisse avancer. Elle s'est sacrifiée, je dirais pas, je parlerai pas de sacrifice, mais elle a fait ce qu'il fallait pour que ses filles puissent réussir. En tout cas, ça a porté ses fruits. Voilà, ça a porté ses fruits. Et une fois que cela a été accompli, on savait aussi que c'était pas gagné. C'était pas gagné. On a vu nos aînés se battre. On se bat. Donc là-dessus, la difficulté y est. Mais en même temps, on a accepté de s'exposer, on a accepté de se confronter à ces difficultés. Quand on parle de difficultés de la femme mahoraise, je suis peut-être dure, mais c'est institutionnel. Cette violence faite aux femmes à Mayotte ne s'arrête pas au niveau société. En relation avec les proches ou alors... Ça ne s'arrête pas aux relations conjugales, ça ne s'arrête pas à la relation qu'on peut avoir avec la société. Ce n'est pas qu'au niveau communautaire, elle est aussi institutionnelle. Tout est fait, tout est mis en œuvre pour que la femme mahoraise qui se bat puisse avoir à chaque fois les bâtons dans les roues. On a compris ce système, on se surpasse, on a accepté d'affronter la difficulté tout au long de nos carrières, mais on se bat. Et en tant que directrice de la MPH, en tant que femme, ça vous donne aussi une sensibilité particulière que n'aurait peut-être pas un homme, peut-être? Je pense que en tant que cadre, tout simplement mahorais de ma génération, on ne peut qu'être sensible à ces problématiques-là. Nous, on n'a pas eu la chance, en tout cas ma génération, je suis sûre, parce qu'on en a parlé à l'université, on en a parlé au lycée, on avait un rêve, c'est de réussir les études pour contribuer au développement de Mayotte. Cette chance-là, on l'a aujourd'hui. Parce que quelque part, on a été sensibilisé par la situation qu'a vécu nos parents. On est parti à Métropole, on a vu qu'il y avait mieux. On s'est beaucoup battu pour venir apporter quelque chose à Mayotte. C'est dans ce sens-là qu'on avance.
Vraiment dire que c'est dans ce sens-là que nous avançons. C'est ça ce qui nous motive aujourd'hui, parce qu'on n'est pas allé faire des études, on n'était pas carriériste. On n'est pas carriériste. Notre projet, c'est de contribuer au développement de Mayotte. C'est de faire un retour après tout. Je vous ai parlé des femmes qui se sont battues pour la réussite de leurs filles. Aujourd'hui, on se doit de faire un retour à ces personnes. Et ce retour, on le fait quand on a des postes, on a la chance d'avoir des postes service à la population, ce qui est le mien. Au-delà même de ma casquette de directrice de la MPH, je l'ai tous les jours. Tous les jours. J'arrive là, les gens attendent. Le week-end, je sors, les gens interpellent. Dans les villages, les gens connaissent. Au-delà du village, les gens ont vu un reportage à la télé. Madame, vous faites ça, comment on fait? Et on le fait avec beaucoup de plaisir et on ne compte pas nos heures de travail. Pour vous, c'est redonner un peu de ce que vous avez vous-même reçu. Il faut faire un retour. Parce que la société, nous, on est la génération qui a été portée par toute une société. On a été éduqués par nos parents, par nos tantes, nos oncles, les voisines. On a grandi dans ce sens-là. Tout le monde a contribué à notre éducation. Tout le monde a contribué à nos réussites. Je me rappelle encore de ces bouteilles de tchar qui effluaient chez ma mère la veille de mon départ. C'était pas que ma mère qui faisait ça. Aujourd'hui, on se doit d'un retour. C'est pour cela qu'on se bat. Donc les personnes ne comprennent pas. Comment ils n'arrivent pas à démolir, comment ils n'arrivent pas à nous décourager, comment ils n'arrivent pas... Je ne sais pas que c'est peut-être pas dans ce sens que qu'on nous met les bâtons, mais en tout cas, on aurait besoin plus d'encouragement que des difficultés, mais en même temps, on a accepté. On sait qu'on ne va pas nous faire cadeau et on y va. Ça, c'est ma vision personnelle. En tant que cadre, en tant que directrice qui exerce, j'apporte ma contribution de la chose. J'ai une équipe. C'est pas évident, encore, en tant que mahoraise, en tant que femme, d'encadrer une équipe aussi importante, parce que c'est pas... Voilà, c'est une équipe quand même composée de cadres, de médecins, de psychologues, d'autres que je salue, qui sont remarquables, qui font leur travail d'une manière très professionnelle. Mais voilà, c'est des difficultés, relations humaines, mais je fais mon travail. Je pense que je suis là, j'ai été nommée là parce que les personnes qui m'ont nommée croient en moi, parce que j'ai quelque chose à apporter, je me dévoue, je le fais. Et on le voit, Mariam, que vous êtes très impliquée dans ce que vous faites. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous dis, Mariam, à demain, puisqu'on se retrouve pour le numéro qui sera consacré, encore une fois, à la santé et au handicap. Je vous dis à demain, donc, pour un autre numéro des Rendez-vous de l'info. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV.
Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt!